Aérotaïne, sport et investissement. Vivez votre passion, bâtissez votre liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aérotime Sport et Investissement. Enfin de retour après mes belles vacances au Mexique et je suis gonflé à bloc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 9, on va s'attaquer à un sujet sensible mais essentiel pour vos investissements. Cette idée complètement erronée selon laquelle le sport serait juste, propre, équilibré, honnête et que tous les matchs mériteraient notre attention et notre analyse. Alors je vais vous le dire très franchement, comme d'habitude, c'est faux et totalement faux. Et si vous continuez à investir sur chaque match comme s'il était comme tous les autres, vous allez au-devant de grandes déceptions et de pertes systématiques. Le sport professionnel n'est pas juste, il n'est pas logique, il n'est pas neutre, il gravite autour d'un seul carburant, la motivation par l'argent. Tant que vous ne l'aurez pas intégré, vous confondrez passion et business. Dans un business, tous les matchs ne se valent pas. Il y a des compétitions où l'engagement est maximal et d'autres où les joueurs viennent pour faire acte de présence. Et il faut qu'on en parle une bonne fois pour toutes. Pour nous, spectateurs, fans, investisseurs, le sport reste une vraie passion. C'est un moment de frisson, un échappatoire, un divertissement intense. Mais pour les joueurs professionnels, ce n'est pas une passion. C'est leur métier, leur quotidien, leur routine. Et comme dans n'importe quel boulot, il y a des jours où on y va sans envie, des semaines où on gère des tâches qu'on peut faire à moitié parce qu'elles ne comptent pas vraiment, des priorités, des objectifs atteints, bref, des moments où on lève le pied tout en ayant des résultats. Et parfois même des moments où on fait vraiment semblant. Ça y est, vous vous reconnaissez. En bref, un joueur peut adorer son sport, mais il reste un salarié d'une institution. Il bosse dans un calendrier ultra chargé avec des contraintes, des consignes, des négociations de contrats en cours, des enjeux qui nous échappent totalement. Vous regardez un match en pensant que c'est capital pour le club de gagner, alors que pour le joueur, c'est juste le dernier déplacement avant les vacances ou une formalité avant un rendez-vous bien plus important pour lui, avec la sélection nationale par exemple. C'est ce décalage entre votre implication émotionnelle et leur implication professionnelle qui crée l'irrationnel. Parce que vous regardez votre équipe avec le cœur, mais eux jouent avec la tête et parfois qu'à moitié. Commençons par un exemple très simple, les matchs amicaux. Que ce soit au football, au rugby, au basket ou au tennis, ce sont des pièges. Des matchs sans enjeu. Par définition, les joueurs n'ont rien à gagner et surtout tout à perdre. Pourquoi se donner à fond dans un match sans compétition en gagnant moins d'argent en prenant le risque de se blesser? Rappelons-le, pour eux, rester en bonne santé pendant 20 ans, c'est l'objectif parce que c'est leur gagne-pain. Et c'est là que le piège se referme. Parce que vous allez analyser les statistiques, les formes récentes, les compositions, les dynamiques, mais ces éléments ne veulent plus rien dire si la détermination n'est pas là. Et c'est encore plus le cas pour un sport individuel. Si le joueur de tennis n'a pas la tête au match, il ne courra pas. S'il n'a pas envie de se démener, il ne le fera pas. Et vous pouvez être sûr d'une chose, aucun algorithme ne peut mesurer ça. Idem pour les matchs de préparation au football ou actuellement pour la Coupe du Monde des clubs. Certains clubs se contentent d'aligner les jeunes, d'autres testent des tactiques, certains ne cherchent même pas à marquer. Un exemple concret tout récemment, au vu des conditions météo de chaleur extrême et du calendrier surchargé du Paris Saint-Germain sur toute la saison, les joueurs sont ménagés, s'entraînent peu et profitent de visiter les États-Unis avec leurs familles respectives. Vous croyez parier sur l'équipe en pleine bourre, championne d'Europe, mais vous misez sur une séance d'entraînement déguisée. D'autant plus qu'en général, les joueurs ne prennent pas au sérieux les équipes non européennes. Défaite contre Botafogo après avoir battu 4-0 l'Atlético Madrid, rien de logique. Pareil pour les petits tournois ATP 250 ou ATP 500 au tennis. En quelques mots pour vous expliquer, le gain du tournoi vous offre 250 ou 500 points dans votre total qui détermine votre classement de joueur. Et plus votre classement est élevé, plus vous aurez l'opportunité de ne pas passer par des rounds de qualification pour des tournois majeurs comme Wimbledon ou Roland Garros. Tout bénef. Ces petits tournois-là, même les joueurs vous le disent. Ils ne s'investissent pas toujours, ils jouent mais sans intensité, ils viennent chercher des points, garder le rythme ou s'adapter à une surface et surtout encaisser un joli chèque. Prenons une situation réelle. Imaginez, vous êtes joueur de tennis, classé dans le top 30 et vous participez au tournoi ATP 500 de Dubaï au mois de février.
Le prize money au premier tour est de 25 000 dollars. Ça vous fait une rentrée d'argent pour payer votre coach, votre kiné, votre cuistot et l'hôtel pour tout le monde. Ça peut vite chiffrer certes, si vous n'avez pas de sponsor ou de marque vous permettant d'avoir des revenus complémentaires. Mais victoire ou défaite, c'est 25 000 dollars. Si vous affrontez un joueur moins bien classé et que vous gagnez le premier set, vous allez sûrement pousser pour franchir le deuxième tour. On ne refuse pas un deuxième tour à 47 000 dollars si facilement. Par contre, pour le deuxième tour, si vous sentez une douleur à l'épaule depuis le début du tournoi, mais que c'est supportable, vous allez quand même débuter le second match et vous laisser éliminer sans forcer pour prendre la somme. Vous repartez du coup frais dispo pour le tournoi ATP 1000 d'Indian Wells aux États-Unis début mars pour vous concentrer sur des tournois plus importants, vous permettant d'acquérir des points au classement et un bon chèque à la clé. Donc vous êtes prévenu parfois, ils laissent passer les matchs parce qu'ils ont un tournoi plus important dans 3 jours, parce qu'ils ressentent une gêne, parce que le match n'a aucun enjeu stratégique pour leur classement. Benoît Paire, le tennisman français, ne s'est même pas caché au JO de 2016. En dehors du fait de représenter son pays, il a avoué qu'avec cet événement, il ne gagnait pas assez de points au classement ni assez d'argent. Et pourtant, dans la grande majorité, pour chaque citoyen du monde, représenter son pays serait un rêve d'enfant. Rappelons-le encore, la différence entre business et passion. Ils n'ont pas la même vision que nous. Et vous savez quoi? Il y a encore bien pire. Il y a la corruption. Les petits tournois ATP, les circuits secondaires, les challengers, ce sont des zones troubles. Des terrains parfaits pour des manipulations discrètes. Fabrice Santoro, également ancien tennisman et désormais consultant pour Prime Video, en a parlé récemment très ouvertement. Il a révélé que dans certains tournois, des joueurs semi-pro se laissent corrompre pour quelques milliers d'euros. Parce que les enjeux sont faibles, mais les revenus des joueurs semi-pro le sont encore plus. Honnêtement, sans juger, vous êtes jeune joueur, vous ne dégagez pas de revenus conséquents et vous galérez à payer votre entraîneur. On vous propose une somme pour laisser filer un match qui resterait intègre face à cette opportunité. C'est ça la dure réalité. Et chaque fois que vous pariez sur ce genre de match, vous jouez contre quelque chose que vous ne voyez pas. Dans le football professionnel, c'est plus complexe, car en plus c'est un sport collectif, mais ça existe aussi. Romain Molina, journaliste indépendant, a publié de nombreuses enquêtes sur les coulisses de certains matchs douteux. Il y parle d'arrangement, de paris internes, de pression extérieure. Je pense d'ailleurs qu'il existe des accords dont on ne peut même pas imaginer. Et puis sans aller jusqu'à la triche pure, il y a la passivité volontaire. Par exemple, quand une équipe est déjà qualifiée, quand elle joue tous les 3 jours, quand elle joue un dernier du championnat avant un déplacement européen 72 heures plus tard, elle n'y mettra pas l'intensité. Elle ne se livrera pas à 100%, elle va essayer d'en faire le strict minimum. Et vous serez là à espérer une victoire franche sur un match que le staff n'a même pas préparé comme un objectif. Reprenons l'exemple de Paris cette saison. Une saison extraordinaire, mais aussi une gestion idéale de l'investissement physique et mental. Paris était quasi assuré depuis le début de saison de faire champion de France, ce qui donne défaite contre Nice au Parc des Princes fin avril 2025, juste avant un déplacement à l'Emirates et une victoire à Arsenal. Toujours pas convaincu? Bis repetita avec une défaite sur le terrain de Strasbourg dans la foulée, pour ensuite confirmer contre Arsenal en Ligue des Champions à domicile. Une logique? Il n'y a pas de logique. Vous croyez que les équipes jouent jusqu'au bout? La vérité, c'est que beaucoup lèvent le pied. Ceux qui sont déjà relégués n'ont plus rien à défendre. Les joueurs sous contrat veulent surtout quitter le navire et rester dans l'élite pour continuer à gagner du fric. Ceux qui sont sûrs d'être champions n'ont plus rien à prouver et sont déjà en vacances. Regardez la fin de saison de Liverpool. Alors, on aligne les remplaçants, on préserve les cadres, on donne du temps de jeu et le niveau baisse. Le problème, c'est que les cotes, elles, ne le disent pas. Elles continuent de tourner comme si tout allait se jouer normalement. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est plus du sport, c'est de la gestion d'effectifs. Alors comment on fait avec tout ça? Comment on garde la tête froide dans un univers aussi trouble? La première règle, c'est d'apprendre à dire non. Tous les matchs ne sont pas bons à parier, il faut déjà faire du tri. C'est d'ailleurs une anecdote personnelle. Même si un jour vous allez voir votre équipe favorite, regardez l'enjeu du match, le calendrier pour ne pas être déçu au stade. Bannissez les matchs amicaux, ignorez les tournois secondaires, fuyez les affiches sans enjeu. Mieux vaut ne pas parier que parier sur un match imprévisible. La deuxième règle, c'est de lire entre les lignes. Avant de cliquer, posez-vous toujours cette question. Est-ce que ce match compte vraiment pour les joueurs? Pas pour moi, pas pour les supporters, pour eux. Parce que ce sont eux qui vont courir, ce sont eux qui vont risquer une blessure. Et si eux ne sont pas motivés, vos analyses ne serviront à rien. Et si vous avez conscience de ça, vous pourrez trouver des cotes très élevées, contraires au marché et à la tendance. Est-ce que Manchester City va-t-il jouer contre le 15e du championnat avant un déplacement périlleux en Europe?
Y aura-t-il forcément beaucoup de buts dans le match si Haaland est pressenti sur le banc? Pareil pour le tennis, l'outsider motivé peut peut-être remporter un set face à un favori qui va se concentrer sur des échéances plus importantes. C'est aussi une éventualité. À vous de trouver des valeurs ajoutées contre le marché. Et enfin, il faut accepter cette vérité inconfortable. Le sport de haut niveau est un business. Et parfois, comme dans tous les business, il y a des arrangements, des conflits d'intérêts, des calculs de calendrier et des relâchements volontaires. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est là. Et si vous voulez toujours investir intelligemment, vous devez ouvrir les yeux sur cette réalité. Ce podcast, ce n'est pas là pour vous vendre du rêve, c'est pour vous donner des outils, pour vous exposer la vérité. Et avec ces éléments-là, vous ferez de plus en plus de profits ou du moins vous limiterez vos pertes. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment structurer une routine d'analyse fiable avec un bon mindset et je vous détaillerai les conditions idéales pour investir. En clair, tous les éléments pour mettre les chances de votre côté, parce que la chance et la réussite se provoquent. Mais pour ça, il faut d'abord accepter de regarder le sport différemment, pas comme un fan, mais comme un investisseur. Un stratège, quelqu'un qui sait que le jeu est parfois faussé et qui adapte sa méthode pour dégager des bénéfices. Merci d'avoir écouté Aerotime Sport et Investissement. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à venir commenter sur Instagram Aerotime Podcast ou simplement à réfléchir à votre manière d'aborder les matchs. Vous écoutez Aerotime Sport et Investissement, le podcast qui vous aide à monétiser vos connaissances sportives. Belle semaine à tous et prenez soin de vous. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aerotaïn. Restez informés et revenez structurés.